Je vais passer à l'appel. Catherine Bertin, Daniel Boucher, Béatrice Caresco, qui donne le pouvoir à M. Gara. Didier Casimajou, Didier Charlot. Il est absent, il s'est excusé. Excusez, d'accord. Dominique Clavier, Andrea Dandon-Pierre, Bernard Daney, François Dora, Jean-Marc Depuy, Mylène Doro, Bernard Dréau, Laurence Ducos, Thomas Filiatre, Marie Sportino. Alors, Bruno Carabos est absent et il est remplacé par Christine Cartier. Michel Gara, Jérôme Gauthier, Alain Giroir, Vincent Joanneau, Pierre Laïto, Michel Latapi, Corinne Lolland, Julien Le Tacon donne pouvoir à Jean-Patrick Soulet. André Massieu, Bernard Mateil donne pouvoir à Jean-Marc Dupuis. Ah oui, c'est le rouge. Ah ben déjà, tu vois. Et ils n'ont pas de pluie ici, là, c'est bon. C'est le seul truc qu'on peut leur reprocher. Ils économisent. Ils ont des fuites de gaz aussi. Alors, Bernard Mateil donne pouvoir à Jean-Marc Dupuis. Valérie Ménoré, excusez-moi. Jean-Bernard Papin, Frédéric Pédurand, Patricia Peigné, Jean-Marc Pelletan donne pouvoir à Alain Giroir, Jean-Claude Pérez donne pouvoir à Didier Casimajou, Denis Pernin, Sylvie Porta. Non, ne me... Attends, ah oui, d'accord. Bon, où j'en étais là? Denis Pernin, c'est bon. Sylvie Porta, Alain Terens, Pascal Rappé, Audrey Rénal donne pouvoir à Vincent Joanneau, Denis Rennes, Marilyn Rideau, Françoise Sabatier-Querel, Jean-Patrick Soulet et Aline Téchenet. Merci beaucoup. Donc je vous propose, pour assurer le secrétariat de notre conseil communautaire, Jérôme Gauthier, qui est contre cette proposition. Lui bon. Qui s'abstient? Donc adopté, je vous remercie beaucoup. Et on passe sur la liste des décisions du président. Vous devez la voir derrière, non? Donc décision portant conclusion d'une mise à disposition du matériel sportif avec l'association des archers des Ligues de Pernon. Décision portant attribution des marchés de reprise de matériaux. Lot 1 à la société Décon, lot 4 à la société Acteco, lot 7 à la société Coved et lot 12 à la société Derry-Cherbourg. Derry-Cherbourg. Derry-Cherbourg, si vous voulez. Décision 2205. Aide économique pour la mise en valeur des activités commerciales et artisanales au vignoble Michel Boyer à Loupiac et Léo de Palette à Bégueil. Voilà. Donc c'est une information. On passe donc au premier point de l'ordre du jour, prévention et gestion des déchets, modification des statuts et du règlement intérieur de la SPL Trigironde, et je donne la parole à notre collègue Mylène Doro. Bonsoir à toutes et à tous. Donc nous allons partir sur 3 délibérations qui vont concerner la SPL. La première, c'est la modification des statuts de la SPL.
Et les deux suivantes, ce sont les garanties d'emprunt qu'il va falloir accorder à cette société publique locale pour, la construction du centre de tri proprement dit, et la seconde, la construction du process. Donc la société publique locale, donc une société anonyme, qui est composée de 7 collectivités. Il y a 4 syndicats et 3 communautés de communes. Il y a des statuts qui sont déjà présents, mais il y a besoin de les modifier pour 3 choses. La loi nous impose au 1er janvier 2023 l'extension des consignes de tri. À cette date-là, le centre de tri ne sera pas terminé et donc ne sera pas encore opérationnel. Donc il sera possible tout de même de pouvoir laisser la SPL prendre en charge tout ce qui est le tri pour ces 7 actionnaires. Pour ça, il faut modifier les statuts pour pouvoir leur en donner la possibilité, dans l'objectif déjà de commencer à massifier les zonages, et pendant cette période transitoire jusqu'à ce que le centre de tri soit terminé, pour mutualiser aussi les coûts. Donc l'objet social de Tri Gironde permet d'assurer la prestation de transfert, le transport et le tri, mais uniquement quand le centre de tri sera opérationnel. Donc il est convient donc de modifier l'objet social pour permettre à Tri Gironde de réaliser ces prestations pendant la phase transitoire. Ça, c'est un premier point des statuts à modifier. Le second, c'est pour le conforter juridiquement dans sa participation aux travaux d'accès du centre pour la VRD. L'accès du centre actuellement n'est pas compatible avec les passages de camions supplémentaires. Donc, le département pour 50%, et 2 autres collectivités, 2 communautés de communes de Saint-Émilion, proches du centre de tri, prennent en charge financièrement les travaux de voirie par la construction d'un rond-point sur la 89, et la SPL prendrait à sa charge une participation financière, et donc c'est pour lui donner la possibilité dans ses statuts qu'elle n'avait pas de pouvoir participer donc à cette voirie. Et ensuite, il demanderait l'accès d'introduire les représentants pour avoir le quorum, les personnes qui sont en vidéoconférence. Il n'y avait que les personnes présentes, mais les circonstances et la plupart du temps des vidéoconférences, voilà, pouvoir donner la possibilité que les personnes en vidéoconférence fassent partie du quorum. Voilà, vous avez toutes ces dispositions qui sont mentionnées dans les premières délibérations. Donc si par rapport à ça vous avez des questions, je vous explique les 2 suivantes et on voit tout en suivante. Voilà. Est-ce que vous avez par rapport à ça des questions déjà? Il y a des interventions? Oui, allez. Michel. Oui, vous m'entendez? Non, il est pas ouvert. Dessus. Bon, je ne suis pas un technicien affirmé. Très bon, non, ça va. Je peux pas nous mes... C'est mieux là? Oui, vous m'entendez? très bien. Oui, bon, je voulais intervenir sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Vous savez que je suis farouchement contre cette société publique locale. Je suis farouchement contre cette société publique locale à laquelle nous avons adhéré. Je suis étonné qu'on nous présente ces 2 délibérations aujourd'hui sans avoir pris le soin de nous donner des éléments comptables qui existent, auxquels on a accès dans la mesure où nous sommes actionnaires. Alors, ces éléments comptables qui sont constitués d'un business plan, enfin d'un programme pluriannuel de fonctionnement sur 5 ans et d'un programme d'investissement. Le programme d'investissement, puisque j'ai eu accès à ces documents, le programme d'investissement au départ sur l'appel à projet était 22 113 000, je vous fais grâce des francs, 22 113 000, on est aujourd'hui à 23 135 000, donc on a eu une augmentation de 4,5%. Donc on peut comprendre avec les circonstances particulières Covid, bien sûr. Et à cela s'ajoute un certain nombre de frais qui n'étaient pas prévus. Vous l'avez dit, on nous demande aujourd'hui de refaire la voirie, parce qu'on ne s'était pas aperçu avant que la voirie avait besoin de supporter des camions, ce qui est surprenant. Et ces travaux de voirie, ils comptent pour 200 000 € dans le budget qu'on nous présente.
S'ajoute à cela un certain nombre de frais de Nedis pour des mises aux normes d'approvisionnement électrique pour 165 000. Ensuite, il y a une chose concernant la construction d'une salle pédagogique pour 50 000, vous vérifiez les chiffres. On est à 23 700 000. Donc on a déjà, avant d'avoir démarré, on a déjà fait un peu plus d'1,5 million dans la vue sur le fonctionnement de ce centre, dont les travaux n'ont pas commencé, qui sont actuellement, le centre est actuellement à l'enquête publique pour son extension. Donc on peut penser que les travaux n'ont pas commencé avant le mois de mai. J'ai fort doute sur la réalisation en juin 2023. Et on va reprendre en début 2023 une augmentation qui sera liée à l'actualisation des tarifs par rapport aux indices du coût de la construction. Voilà un projet qui au départ était soi-disant ficelé. Quelques mois à peine après son démarrage, on a déjà une édition supplémentaire et on a déjà une augmentation de capital prévue au mois de juillet prochain qui est de 230 000 €. Comme vous l'avez dit, les fonds propres vont suffire plus l'emprunt. Et en l'occurrence, là, on va se retrouver avec des emprunts plus une augmentation de capital. Bon. Alors, moi, je suis très perplexe sur le fonctionnement à venir de cette société publique locale, parce que je rappelle à mes collègues ici présents que le CEMOCTOM est associé, partenaire de cette SPL. Donc l'adhésion que nous avons faite récemment concerne la rive gauche. On est venu nous chercher sur la rive gauche alors que notre système de fonctionnement des ordures ménagères, aussi bien la collecte que le tri, nous donnait entièrement satisfaction, à quelques détails près qui sont toujours perfectibles. Hein. C'était hérité de la communauté de communes précédente, ça fonctionnait plutôt pas mal. Et je n'ai pas compris pourquoi tout d'un coup on nous bascule sur ce projet qui va être, si vous voulez, je trouve que c'est assez comparable avec, si on compare avec ce qui se passe sur les ordures ménagères sur la rive droite. On a un système qui fonctionne plutôt mal sur la rive droite, on est d'accord, on l'a vu, et on en entendra parler, on en reparlera sans doute, on en reparlera sûrement. Plutôt pas mal sur la rive gauche, et au moment de choisir et d'harmoniser, on harmonise en faisant en sorte de fonctionner comme on fonctionne sur la rive droite aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on prend le pari de se fondre dans un ensemble qui est un ensemble de presque 500 000 habitants. C'est-à-dire que vous avez 500 000 habitants, et nous, on représente quoi là-dedans? On représente 17 000 habitants, je crois, 3,82% du capital. Ça veut dire qu'on va se retrouver dans une société dans laquelle on n'aura absolument pas gros chapitre. C'est-à-dire que l'on va subir toutes les décisions qui seront prises, tout comme sur la rive droite, on subit toutes les décisions qui sont prises par les CEMOCTOM puisqu'on est dilué à l'intérieur. Donc on abandonne notre indépendance et notre décision souveraine sur un budget que l'on arrive à maîtriser, puisque c'est un budget qui dégage chaque année un excédent de l'ordre de 60 000 € sur la rive gauche. Et je ne comprends toujours pas, si ce n'est qu'on nous a dit, que vous nous aviez dit, Madame Doreau, l'année dernière, que c'était un sujet, c'était un principe philosophique qui avait guidé le choix de la SPL. Moi, j'y vois un principe éminemment politique, plutôt, hein, c'est-à-dire qu'on est à un autre niveau, on n'est pas au niveau philosophique. Un principe éminemment politique qui a été voulu à un moment donné par le conseil départemental et qu'on s'est cru obligé de suivre aveuglément. Si on regarde l'économie de ce projet, ça n'a aucun sens de démanteler un système qui fonctionne pour aller vers un modèle qui va avoir toute la lourdeur administrative qu'on connaît dans ce genre de société. Vous l'avez dit vous-même, on est 7 actionnaires, et je veux dire, ça va être absolument ingérable. Ça ne sera pas ingérable, mais ça sera, si vous voulez, on aura du mal à se faire entendre, et on abandonne définitivement la maîtrise des coûts sur nos ordures ménagères et leur tri, sur le tri des ordures ménagères, et on voit ce que ça donne sur la rive droite, et moi j'ai vraiment pas envie qu'on fasse ça, et je dis à mes collègues de la rive gauche, aussi bien que de la rive droite, mais je m'adresse plus particulièrement à eux, parce que le moment venu, c'est eux qui auront à rendre des comptes si les coûts dérapent, et je pense que les coûts déraperont, de toute façon. Et je m'adresse à eux pour dire que c'est un peu le dernier moment qu'on a pour choisir encore si on veut rester là-dedans ou si on veut en sortir. Tant qu'on n'a pas donné de caution, on est encore libre de trouver la solution pour se débarrasser de ces 3,82% du capital. Et je pense que ce soir, c'est un vote qu'on doit faire. C'est un vote que je voudrais faire, moi, au scrutin secret. Au scrutin secret, pourquoi? Pour demander chacun à se prononcer, même si dans un scrutin précédent, il a pu adopter d'autres options, mais je veux dire que c'est un choix très grave à la lumière de ce qui se passe dans la non-maîtrise des budgets des ordures ménagères sous votre fonctionnement.
je pense qu'il est très important que l'on se décide en son âme et conscience par rapport à ce projet important dont on ne pourra plus sortir une fois qu'on aura apporté la caution bancaire pour nous. Donc là, moi, je demande qu'il y ait un vote à bulletin secret. Alors, vous allez me dire, oui, vote à bulletin secret, il faut le tiers des participants, etc. Mais le fait de demander un vote à bulletin secret n'indique pas la position que vous allez prendre. C'est-à-dire que vous pouvez très bien accepter le vote à bulletin secret, voter pour la délibération, il n'y a pas de problème à ça. Donc il ne faut pas le prendre comme étant une obligation de dévoiler votre vote. C'est ça que je veux dire. Pour moi, c'est un vote important et je pense qu'il faut qu'on prenne l'habitude dans cette communauté davantage de s'exprimer de cette façon-là pour que chacun se sente libre d'exprimer une opinion. Donc voilà ce que je vous demande aujourd'hui et donc voilà ma proposition. Pour le vote à bulletin secret, je pense que je vais laisser le président répondre et décider s'il ne fait pas. Sur cette délibération. Moi, je le demande sur les deux délibérations concernant l'SPL. Il y en a trois. Les trois, puisqu'il y a trois, enfin, sur les délibérations concernant les cautions et concernant le... Il faut qu'un tiers, au moins, Donc un tiers des membres présents se prononce pour. Et c'est aussi simple que ça. Ensuite, c'est un petit peu d'organisation matérielle, mais ça vaut le coup pour l'intérêt de nos administrés qui nous demanderont des comptes le moment venu. Non. 35 on n'a pas pris Bon, mais écoutez, au vu de... Moi, je vous propose de reporter ces trois délibérations à un autre conseil communautaire. Voilà. Parce que ce soir, on n'avait pas prévu, donc c'est pas, on n'a pas de matériel, on n'a pas... donc c'est un petit peu compliqué pour ce soir. Donc je vous propose soit on délibère comme ça avait été initialement prévu. Est-ce qu'il y avait au moins 13 qui étaient d'accord pour 12 On reporte. Hein? Pardon? Est-ce qu'il y a au moins 12 personnes qui... Non, on reporte. Hein? On reporte parce que vous n'avez pas le matériel. Bon, allez, on reporte ces trois délibérations. Donc, la délibération passe à la délibération numéro 4 concernant l'enfance et jeunesse, règlement de fonctionnement de la commission d'attribution de place. Et je donne la parole à notre collègue Jean-Patrick Soulet. Merci, Monsieur le Président. Donc, cette délibération concerne le règlement de fonctionnement de la commission d'attribution de place en crèche. Dans notre territoire, on a fourni une variété de propositions dans la recherche de modes d'accueil de nos enfants et à leurs besoins. Donc, il s'agit d'établissements collectifs en gestion communautaire ou déléguée, en gestion associative, d'accueil individuel au collège maternel ou en garde à domicile. Depuis la fusion de 2017, la CDC, comme Jean Jaron, s'est dotée d'une commission d'attribution des places en crèche. Je rappelle, le rôle de cette commission, c'est d'étudier et de prioriser les demandes d'accès à ces établissements d'accueil. Pour autant, le nombre de demandes est supérieur au nombre de places proposées. Donc c'est la raison pour laquelle le dispositif OAPE, offre d'accueil toute l'enfance, a été mis en place. Son objectif premier est d'apporter une équité de traitement, tout en prenant en compte la situation des familles du territoire. Les dossiers sont centralisés au sein du service OAPE, qui est animé et organisé par les relais de petite enfance, les RPE. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas, c'est les anciens rangs en fait. Ces relais de petite enfance sont répartis en 3 zones sur le territoire. Donc Portet, Silas et Cadillac.
qui ont été définis à la Convention d'objectifs et de financement. Nous avons signé avec les partenaires CAF et MSA. Dans cette commission d'attribution de places annuelle, elle doit se tenir afin de répartir les places en fonction du règlement intérieur qui nous a été envoyé en pièces jointes et pour lequel nous allons délibérer ce soir. Donc en 2018, les critères d'attribution et en 2022, le règlement de cette commission ont été revus afin de faciliter pour les familles l'exercice de l'activité professionnelle ponctuellement, l'accès à l'information ou pour toute autre chose, dont en particulier bénéficier de temps libre pour permettre une insertion professionnelle notamment. Donc, ce règlement intérieur est bien formalisé le dispositif de l'OAPE. Il détermine la composition et les modalités de fonctionnement de la commission. Il définit les fréquences de réunion et il précise la procédure de la demande d'accueil, les conditions générales d'admission et de refus et les critères d'attribution. Donc les critères d'attribution, vous les avez eus dans la délibération, donc je vous les énumère pas, ils sont assez complets. Donc on poursuit la mise en place opérationnelle de ce service OAPE, qui est animé donc et géré par le relais d'enfance. Il est nécessaire de rédiger un règlement de fonctionnement de la commission d'attribution de places. Donc ce règlement, vous l'avez eu en main. Considérant un objectif de transparence pour les familles concernant l'attribution des places en accueil collectif sur notre territoire. Ce règlement intérieur sera également soumis à l'ensemble des gestionnaires d'établissements d'accueil collectif, qui est soutenu par la communauté de communes. Donc nous vous avons proposé d'approuver le règlement de fonctionnement de cette commission, joint à la présente délibération, et d'autoriser donc le président à signer ce règlement de fonctionnement qui vous est proposé. Est-ce qu'il y a des interventions concernant ce sujet? Non, donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Délibération suivante concerne l'enfance et jeunesse, partenariat pour l'organisation d'une formation générale BAFA. Et c'est toujours Jean-Patrick Soulier qui le présente. Effectivement, donc, comme vous le savez, les différentes collectivités ont des difficultés à recruter donc, des animateurs pour faire fonctionner leur structure, notamment des animateurs qui sont formés. Donc il y a eu avant 2020-2021 par l'intermédiaire du PIS qui existait à Codensac qui avait notre partenaire de la commune de Codensac, nous formions des jeunes, on faisait passer le BAFA. Donc nous nous engageons cette année avec un partenariat avec la commune de Codensac et Famille Rurale de la Fédération de la Gironde pour pouvoir organiser donc une formation BAFA du 16 au 23 avril 2022. Donc cette formation va concerner des jeunes de l'âge de 17 ans qui cherchent éventuellement un emploi pendant les vacances scolaires, mais également qui peuvent aussi y trouver une annonce d'un parcours professionnel dans le filière professionnelle, relevant du champ social, de l'animation et de l'éducation. Donc la commune de Codensac nous a fait part de réaliser ce projet pour 2022, à laquelle donc, je m'associe, je remercie vraiment beaucoup la commune de Codensac de pouvoir lancer ce dispositif, parce qu'on avait vraiment ce besoin sur notre collectivité. Donc la commune va s'engager sur le suivi administratif des inscriptions. On va participer à 200 € par candidat au cas compris, qui participera à cette formation. En contrepartie, nous allons demander aux jeunes d'effectuer 2 jours de bénévolat au sein des accueils des loisirs du territoire, et ensuite ils seront prioritaires pour effectuer leur stage pratique dans les structures communautaires, en fonction des places disponibles, des obligations réglementaires relatives à la qualification des encadrants à l'accueil de loisirs. Donc ce partenariat nous permettra de rendre la formation générale de BAFA financièrement accessible aux jeunes du territoire, de permettre une formation géographiquement proche sur le territoire de la communauté de communes, et ensuite, d'accompagner les jeunes du territoire dans une démarche d'insertion dans le travail et d'autonomie. Nous travaillons également avec la mission locale sur ce travail-là.
Et ça nous va nous permettre également peut-être la création d'un millier d'animateurs sur notre territoire en réponse souvent dans notre partenariat sur les actes de loisirs. La session sera organisée pour un maximum de 30 stagiaires. Et donc les sessions récentes ont reçu environ 20 stagiaires chacun en moyenne. Voilà, donc nous vous demandons d'appuyer ce dispositif de la formation BAFA et d'autoriser donc à signer la convention de partenariat avec le dépôt d'Insac et Famille Rurale Gironde qui a été annexée donc à vos pièces jointes. Des questions? Non. Donc, qui en délibère, qui est contre, qui s'abstient. Donc, adopté, je vous remercie. Et toujours Jean-Patrick Soulet sur l'enfant de jeunesse, sur la convention d'action sociale MSA. Ça dit Jean-Patrick. Oui, donc le contrat de jeunesse donc, qui a été signé le 18 août 2019 en partenariat avec les allocations familiales, la MSA, la communauté de commune Garonne. Donc ce CEJ se termine le 31 décembre 2022. Mais pour autant, depuis le 31 décembre 2020, la MSA a souhaité se dégager de ce dispositif, du CEJ. En contrepartie, donc, elle propose une nouvelle contractualisation. Donc vous avez eu la convention également. Par contre, il sera étendu l'ensemble des projets qui seront développés pour la collectivité, en lien avec sa publication sociale. Donc la MSA s'occuperait des actions développées, participe activement aux différentes instances de pilotage et d'accompagnement de projet. Et cette contractualisation s'étend sur un financement et un partenariat de 4 ans, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024. Pour l'information, la MSA a arrêté ses versements relatifs à la PSE en 2021. Au mémoire, en 2020, les montants concernant les accueils de loisirs qui accueillent vraiment PS communaux, post-coordination, formation BAFA, pour un montant total de 64 766 €. En 2021, pour atténuer l'impact de cet engagement, la MSA nous a assuré un montant de 40%, nous va accompagner à hauteur de 25 000 €. Et pour 2021-2022, nous recevrons 40 000 €, 20 000 € annuels, mais hors APS communaux. Et ces sommes-là seront validées sur chaque structure. Voilà, et ensuite, donc, ce financement n'existera plus côté MSA, puisque la CAS, dans la Convention d'action sociale, prend le relais du contrat en fin de. Ok, des questions? Donc on délibère, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. 7e délibération, demande de subvention pour le projet 433 et je vous donne la parole à Jérôme Gauthier. Merci, bonsoir. Donc, comme vous le savez, la communauté commune d'Encadère, depuis 433 proposé par le département depuis 2019. Il s'agit de mettre en place une quatrième année. Donc, pour l'information, en décembre, en fait, on fait une lettre d'intention auprès du département. Et c'est dans le cadre de la demande de délibération qu'on acte cette demande. 433, vous le savez, c'est qui concerne les activités sportives et aussi culturelles depuis 2 ans, donc surtout depuis 15 ans pour les familles, en direction des familles essentiellement. Donc au passage, nous avons écrit donc, à toutes les communes, donc le 29 janvier, donc une quinzaine de jours, donc certaines communes ont déjà pris contact avec Emilien, donc on va faire dans la quatrième, on a fixé la deadline que nous avons passé le 4 mars, puisque nous, au mois d'avril, on doit revenir vers le conseil départemental pour proposer donc une programmation. Donc encore une fois, on est créatif de l'association de territoire dans le domaine sportif à toutes les communes. N'hésitez pas à vous positionner. Par exemple, en 2021, il y avait 11 communes qui ont participé, 17 associations de territoire. Après, on répartit, on essaie d'être présent sur un maximum de lieux dans le territoire. On ne peut pas être malheureusement partout. Ça dépend aussi des installations qui sont proposées par la commune. Mais parfois, il y a des communes dans lesquelles il y a 2 demi-journées par exemple sur l'été, d'autres c'est une demi-journée par semaine, évidemment, ça peut être variable. Mais on essaie d'une manière ou d'une autre de répondre favorablement à vos demandes, donc n'hésitez pas à vous contacter d'ici le 4 mars. Donc là, vous l'avez vu, on vote donc la demande de subvention, vous avez le tableau presque, les taux, donc pour un coût total de 28 155 €. Donc reste à charge à la CDC de 20 067, donc au demande du département de 2 087 €. En fait, c'est versé essentiellement donc, ce qui concerne le personnel, comme vous pour le personnel et la formation du personnel. Donc là, ce qu'on vous demande
Dépose le président à l'annulation. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on délibère. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté. La délibération 8 concerne le tourisme et l'adhésion à l'association des ports de plaisance de l'Atlantique, APA. Et je donne la parole à notre collègue Thomas Pigat. Merci Monsieur le Président. Bonsoir à tous. Donc effectivement, c'est une délibération qui porte sur l'adhésion à une association de plaisance, l'APA exactement. Donc une asso qui est faite pour gestionnaire de port. Ça va de la Loire-Atlantique au Pays Basque. Et le but est de fédérer les ports de plaisance. C'est dans une démarche de professionnalisation. On essaie d'améliorer les choses et d'avoir derrière des contacts avec d'autres ports aussi, de fédérer. Et l'adhésion est à hauteur de 30 €, donc c'est 10 € c'est 3 € pardon, par poste d'amarrage, donc ça représente 30 € et c'est au prorata. Il y a une question. Comme on le verra maintenant, c'est au prorata du temps, le mot prorata temporel, c'est ça, le mot exact. Et donc voilà, c'est vraiment dans une démarche de professionnalisation. Juste une toute petite question, je suis filiatre. Ces pontons reçoivent bien évidemment des embarcations, mais en termes de retombées touristiques pour les villes impactées comme Cadillac, les retombées sont infimes, voire quasi nulles, puisque des bus viennent récupérer donc les touristes pour aller à Sauternes, qui ne fait pas partie de notre commune. Et je voudrais savoir si une politique va être menée pour que, enfin, il y ait un développement touristique par rapport à ces bâtiments. C'est vrai, si on se base sur les 2 dernières années, effectivement, on peut se dire que l'investissement qui a été mis en place, qui a été subventionné, mais l'investissement ne représente pas forcément derrière des retombées économiques qui sont à la portée, ou en tout cas à la hauteur des attentes qu'on pouvait attendre. Langon a fait aussi un ponton, donc on travaille avec eux aussi pour faire du lien entre les deux CDC. Il y a un ami qui est en cours, on a fait la manifestation d'intérêt pour qu'on puisse harmoniser entre les deux CDC ce système. Les pontons, ils sont jeunes, hein, donc effectivement, on n'a pas forcément un retour actuel. Je pense qu'à l'époque, ce n'était pas forcément non plus l'investissement qui a été fait, n'était pas forcément, on n'attendait pas une rentabilité rapide. C'était aussi montrer l'attractivité du territoire. Donc voilà, il y a des investissements parfois qui sont coûteux. On sait que ce sera coûteux parce que le fonctionnement coûte cher parce qu'il y a tout le côté sécurité qui est important. On sait que tous les 10 ans, il faut enlever les pontons, il faut les recadrer. Et donc, on travaille là-dessus pour essayer de les rentabiliser au maximum et essayer d'amener le maximum de touristes et se faire connaître. Les paquebots reviennent, on est en lien avec les compagnies, les décruises aussi. Donc, et là, on essaie justement, on avait passé une délibération l'an dernier pour développer l'activité du port, sur tout ce qui est plaisance notamment, et sur tout ce qui est activité paddle, canoë. On n'est pas encore là, mais le but est de développer cette filière. Mais si on atteint une rentabilité financière, je ne suis pas sûr qu'on l'ait. Alors il faudra voir dans 10 ans à combien on est. Mais le but c'est vraiment de faire venir le plus de touristes et se faire connaître. Oui, les retombées financières sont difficilement évaluables. Alors c'est tout un travail à faire administratif par l'office de tout ce qui est économie parallèle. Donc c'est un travail qui sera mené, on pousse à le faire, mais il faut qu'ils prennent le temps de le faire. Mais on aura des retombées sur le château, sur le commerce, qui ne sont peut-être pas à la hauteur de ce qu'on attend, mais les bars, voilà. Oui, parce que j'ai été interpellé par certains restaurateurs de Cadillac qui me disaient que voilà, ils voyaient passer les touristes, mais que les touristes étaient retournés pour manger. Ce qui n'est pas tout à fait juste, je pense que vous en avez vu quelques-uns, mais il y en a d'autres qui sont très contents effectivement du tourisme fluvial. Il faut dire qu'on a eu 2 années, effectivement, avec le confinement. D'abord, il y a eu
les grands croisiéristes ne sont pas carrément pas venus, les découses un peu moins. On espère que ça va remonter effectivement en puissance cette année, mais je peux vous dire que s'ils arrivent effectivement le lundi, comme ça arrive le lundi, il faut aussi ouvrir le lundi, voilà, ça aussi. Hein. Donc après, l'attractivité, c'est dans les deux sens que ça marche. Nous, on amène les gens, puis après, il faut pouvoir accueillir aussi nos touristes. Hein. On est bien d'accord. Voilà. On travaille justement avec l'Anglon actuellement pour qu'il y ait au niveau des cruises, donc pour qu'on puisse avoir un bateau sur la saison touristique de mai à fin de septembre. On travaille pour qu'on ait un bateau et que, pas les paquebots, mais qu'on ait un bateau sur cette saison. Voilà, merci. Donc, je vous propose, s'il n'y a pas d'autres interventions à ce sujet, je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté. Le point suivant, c'est ressources humaines, demande de mise à disposition d'un agent en charge de l'urbanisme par la commune de Cadillac au profit de la communauté de communes Convergence Garonne. Pour rappel, la CDC est compétente en matière de planification des documents d'urbanisme des communes. La commune de Cadillac se propose de mettre à disposition un agent à mi-temps afin d'assurer les dites missions. Il est donc proposé de mettre à disposition cet agent pour une période de 2 mois, je vais vous expliquer pourquoi, du 1er janvier au 28 février 2022. Les missions de l'agent sont définies dans la convention de mise à disposition. Alors pourquoi 2 mois? Parce que le 1er mars, celle qui est en charge de cette fonction, de cette charge, va être mutée à la communauté de communes, depuis la commune de Cadillac, puisqu'il y avait une mise à disposition, mais ça n'avait plus de sens à partir du moment où elle ne passait pas 1 heure à la commune de Cadillac, puisqu'elle faisait un mi-temps à la CDC et l'autre mi-temps à la DS, au droit du sol, à Podensac. Voilà. D'ailleurs, la mise à disposition à Podensac, c'est dans la convention, dans la délibération suivante. Voilà. Bon. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce sujet? Donc, je propose qu'on délibère. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté. Donc, comme je vous disais, donc mise à disposition d'un agent en charge de l'urbanisme par la CDC. Donc là, ça sera la CDC qui le mettra au profit de la commune de Podensac. Voilà. Il est proposé de mettre cet agent à la disposition de la mairie de Podensac afin d'assurer les missions d'instruction des droits du sol à raison de 17h30 par semaine. Cette mise à disposition se fera sur la période du 1er mars au 28 février 2023. Les missions de l'agence sont définies dans la convention de mise à disposition. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur ce sujet? Donc on délibère. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Marché public. Convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture des repas au restaurant scolaire et à l'accueil de loisirs de Vervolade. Voilà. Donc, c'est la CDC et la commune de Vervolade visent des réalisations similaires pour la fourniture des repas du restaurant scolaire et de l'accueil de loisirs. Il est donc proposé de constituer un groupement de commandes afin de mutualiser la fourniture des repas. Ce groupement de commandes fait l'objet d'une convention constitutive. La commune de Vervolade assurera le rôle de coordonnateur au sein du groupement. Par contre, je vous propose de désigner également M. Jean-Patrick Soulet en tant que titulaire et de François Dora en tant que suppléant de la CAO, puisqu'il y aura une CAO qui sera liée à
à cette action commune avec la commune de Virolade. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce sujet? Oui, Vincent. Oui, ça n'était pas prévu que j'intervienne. Et que vous m'entendez? Non. Non. Il n'y a pas de pire. En fait, simplement que un peu que sur Avir, qui est aussi un marché commun qui soit envisagé, et un marché commun entre Cadillac et Rions aussi sur l'alimentation. Pour information, donc nous sommes à partir du 1er février, Cadillac et Rions sont soumis à une augmentation des prix des denrées alimentaires. Donc ça nous concerne tous, hein, je pense, chers collègues qui ont une cantine scolaire. Et donc c'est peut-être que il faudrait aussi peut-être que l'on travaille plus ensemble, justement sur ces questions-là, et qu'on puisse mutualiser encore mieux que nous le faisons aujourd'hui. Voilà, c'est une invitation que je nous fais, pour qu'on travaille plus sur certains dossiers, puisque seul on n'est pas grand-chose. Ça vaut aussi pour la question des déchets. Donc en l'occurrence, voilà, je voulais simplement faire cette invitation, puisque si on peut être deux ou d'autres communes à travailler ensemble sur des marchés communs, peut-être qu'on arrivera à diminuer le prix de revient. Merci. Je souscris complètement à cette position-là. C'est vrai que la CDC avec la commune de Virolade, mais si on l'élargit, bien évidemment, parce que là, je vous signale sur les derniers marchés, sur l'augmentation des denrées alimentaires, ils nous mettent 9% de plus. Et sur, vous savez, l'obligation pour les restaurants scolaires à la rentrée, je crois que c'est la loi Egalim, c'est 14% et demi d'augmentation à prévoir. Donc ça va, je veux vous dire, ça va impacter non seulement les communes, mais également les familles. Voilà. Bon, sur cette délibération avec la proposition que Jean-Patrick Soulet et François Dora puissent être suppléants, est-ce qu'il y a, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie beaucoup. Donc, voilà. Après, marché public, autorisation de signature des marchés de tri, de valorisation des emballages, journaux et magazines à compter du 1er mars 2022. Et je donne la parole à notre collègue Mylène Doro. Pour ce marché de tri, vous souvenez que nous avons fait un avenant de 2 mois avec la société Covel-Sacrec, n'ayant pas eu de réponse à l'appel d'offres qui avait été lancé le 5 novembre. Aujourd'hui, il nous a été proposé donc de conclure un marché de tri de valorisation des emballages et journaux avec la société Covel pour une durée de 18 mois suite à la proposition. Donc les conditions de ce marché seraient les suivantes. Nous allons renouveler pour une période du 1er mars au 31, donc nous avions les 2 mois. Nous allons finir l'année du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022 en tri simple, sans extension de tri, puisque nous ne sommes pas encore en extension de tri. Donc nous avons l'enfouissement. Le lieu du centre de tri se fera, ils nous ont proposé dans le Lot-et-Garonne à Nicole, dans le 47. Le coût à la tonne se fera de 199,70 € la tonne et la caractérisation sur site sera de 73,45 €. Et ensuite, il y aura une période à partir de l'extension des consignes de tri jusqu'à ce que la SPL prenne le relais. Donc à partir du 1er janvier 2023, nous aurons donc cette extension en consigne de tri avec la gestion des refus. Là, ça sera un montant différent de 228,50 € la tonne. Le lieu sera le retour sur l'ILAC et la caractérisation du site sera également de 75,80 €. Donc c'est tout simplement pour autoriser donc, le président à signer le marché de tri et d'emballage à compter du 1er mars 2022 avec
la société Comex, voilà, et d'attribuer le marché à cette même société. Des questions? Non. Donc on délibère. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. On passe maintenant à l'approbation des PV des conseils communautaires du 19 et 26 janvier 2022. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? Oui? Non? Bon. Donc, qui est contre cette approbation? Qui s'abstient? Donc adopté. Je vais vous donner également deux informations avant les questions diverses. Il n'y en a pas eu de déposé. Alors, oui, je vous informe que par une décision du 28 janvier 2022, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de la CDC contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 août 2021. Et la deuxième information, oui, c'est sur le changement de la date du prochain Conseil communautaire de mars. Celui-ci aura finalement lieu le 30 mars 2022, donc une semaine plus tard. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Non? Non, il n'y avait pas d'inscription. Oui? C'est ouvert. Donc, si c'était une question, une remarque, un commentaire concernant le dernier vote qui a eu lieu la dernière fois concernant les ordures ménagères de la rive droite, concernant l'importante augmentation entre 19 et 25% dans les communes, et sur la suite qui en a été donnée dans la presse. Il y a eu un certain nombre d'articles de presse dans lesquels les journalistes se sont émus, se faisant un peu l'écho à la population de ces augmentations. Et les réponses qui y ont été apportées m'ont paru un peu surprenantes. C'était les réponses à la fois du président Doré et de la vice-présidente Goro, expliquant que oui, on ne fait pas grand-chose, ces augmentations viennent de l'augmentation de la TGAP, elles viennent de l'augmentation de l'incinération d'éolien. On a l'impression qu'il n'y a pas, on n'est jamais responsable de rien et qu'on ne s'est jamais posé la question de fond, de savoir où était le problème dans ces augmentations. Donc moi, je me pose vraiment des questions parce que l'année prochaine, on va se retrouver dans le même cas de figure. On a eu une intéressante réunion le jour de la commission PGD avec les représentants du sénateur qui nous ont fait une présentation assez claire des différents choix, en nous laissant entendre que de toute façon, même en améliorant le système, on peut au mieux stabiliser les coûts en diminuant les services. Donc ça c'est clair, ça va être la solution de ça dans la tête. Et c'est un peu, pour rebondir avec ce que je disais tout à l'heure sur la SPL, on se retrouve là dans une organisation dans laquelle on n'a pas tous les leviers de fonctionnement et dont le fonctionnement, dont les variables d'ajustement nous échappent. Donc je voudrais savoir maintenant si on est décidé, et là je m'adresse plus particulièrement à Mme Doro, vous êtes vraiment décidé à faire comprendre un peu ce qui se passe dans le fonctionnement, dans le dysfonctionnement de ces ordures ménagères et droites, et si vous avez la volonté de vraiment résoudre ce problème, ou bien il vaudrait mieux que vous démettiez et que vous laissiez quelqu'un d'autre s'en occuper, parce que franchement, à ce jour, je suis désolé, à ce jour on n'y arrive pas. Pardon? C'est pas correct, si c'est correct. Et à un moment donné, il faut dire les choses. Vous ne pouvez pas supporter. Bien sûr, on a le droit de le dire. On a le droit de le dire. On a le droit de... Non, attendez. Michel, mais bon, pour l'instant, on n'a vu personne de la commune de Barsac à la commission de la gestion des déchets. Alors, moi, je suis désolé. Je ne suis pas membre de la commission. J'ai demandé il y a un an à y être inscrit. On m'a toujours pas inscrit à cette commission. Je suis simplement invité. Il n'y a personne de Barsac. Et je suis désolé, tu ne peux pas dire qu'il n'y a personne de Barsac, parce que les dernières réunions, j'étais présent en visioconférence. Donc tu ne peux pas dire ça. Non, mais et je ne suis toujours pas membre de la commission. Même en tant qu'invité, prenez part à la parole sur un sujet des commissions. Votre avis est quand même entendu
Et je pense qu'on ne vous prive pas de parler aux jeunes. Non, mais il ne s'agit pas de parler, il s'agit de résoudre les problèmes, et on ne les résout pas. On ne les résout pas parce qu'on ne les pose pas. C'est pas parce qu'on a l'impression que rien n'avance, nous y travaillons effectivement, mais toutes les directives de l'État qui sont des augmentations de la TGAP, effectivement, on n'y peut rien, on est obligé de les subir. Et vous ne pouvez pas vous abriter derrière l'augmentation de la TGAP. On ne s'abrite derrière rien du tout, etc. On y travaille. C'est pour ça que nous avons déjà fait de notre côté une étude, que nous travaillons avec le CEMOCTOM, que nous travaillons avec Bordeaux Métropole et toutes les collectivités de Bordeaux Métropole pour essayer d'éviter de contenir et de contenir ces augmentations. Vous ne pouvez pas dire qu'on ne travaille pas. Nous avons des non, mais moi je juge le résultat, je ne juge pas. Alors, je suis pas là pour donner des bons points. Le résultat, il n'est pas bon. Vous dites la TGAP au Attendez. Non, mais on ne va pas lancer un débat là-dessus. Si, le problème, c'est qu'on ne lance jamais ce débat. Attendez. Monsieur Aubert, je ne peux pas accepter que vous supposiez que ma collègue, qui, je peux vous dire, avec son service, fait un travail phénoménal, en lien avec le CEMOCTOM, on est en cours, effectivement, de réflexion et d'élaboration sur des projets de façon à baisser là où on peut agir, les leviers qui nous sont mis à notre disposition contre l'hégémonie de Veolia. Si vous pouvez le faire, vous, tant mieux. Mais je ne crois pas qu'on puisse le faire. En tout cas, je sais qu'actuellement sur la commission, et j'en remercie ma collègue, il y a un travail important qui est réalisé avec les nouvelles responsables effectivement du pôle, je veux dire Barbara et Laure. Il y a un travail qui est fait en lien actuellement avec le CEMOCTOM. On réfléchit comment on peut trouver des méthodes de ramassage où on puisse baisser les coûts. Il faudra quand même que les gens s'adaptent effectivement. On est en train de réfléchir sur est-ce qu'il ne faut pas modifier le ramassage, l'enlèvement, le porte-à-porte, si on n'est pas plutôt s'orienter vers les lieux de collecte collectifs qui minoreront les coûts, parce que c'est surtout des coûts d'enlèvement des ordures ménagères. C'est principalement ça. 42 €. Ouais. Mais en tout cas, je ne peux pas, et je le dis, chaque collègue, tout le respect que vous autres, je ne peux pas entendre que vous, effectivement, vous remettiez en question le travail qui est fait par notre collègue. Je ne remets pas le travail en cause, je remets en cause les résultats. On vous me dit qu'on a des tarifs qui augmentent parce que la TGAP augmente, vous allez voir au CEMOCTOM, ils augmentent de 3%. Pourquoi on est à 25? C'est ça la question que je pose. Pourquoi on est à 25 alors que d'autres sont à 3? Il y a bien quelque chose qui ne fonctionne pas. Monsieur Garin, moi est-ce que je peux juste donner la parole, s'il vous plaît, merci. Donc cette difficulté qu'on arrive au droit, elle ne date pas de l'élection. Si vous n'écoutez pas, ça veut dire que j'ai brisé la réponse. On a toujours la même réponse. C'est gentil, monsieur Garin, parce que vous pouvez juger de ce que je vais vous dire. Mais non, mais est-ce qu'on peut quand même vous dire, même si vous ne voulez pas écouter, c'est les autres qui seront peut-être attentifs, que cette difficulté rive droite, vous l'avez souligné vous-même, donc je vais presque dans votre sens, c'est dommage que vous me tourniez le dos. Ces difficultés, elles sont liées, donc, d'une part, le président l'a rappelé, à l'augmentation de 35%, je crois, du tarif de Veolia. Les difficultés ne datent pas d'aujourd'hui. Depuis les Côtes-de-Garonne, on a des difficultés avec le CEMOCTOM, mais vous l'avez souligné vous-même tout à l'heure, puisqu'en fait, on se demande, moi à titre personnel, je vais parler à titre personnel, je me demande effectivement le fait d'être dans cette grande structure que le CEMOCTOM, où on a peu de pouvoir, effectivement, nous amène sans doute à ça. Bon. Mais on ne peut pas admettre que ça soit une sorte de personne, puisqu'en fait, ça fait trois mandats qu'on a des difficultés, nous, à ajuster les tarifs. On a toujours été en déficit côté droit, et pourtant on les augmente côté droite, et pourtant on les augmente régulièrement en suivant les augmentations imposées par le CEMOCTOM. André Massieu, qui était aussi élu avec nous, pour en témoigner. Si M. Préau, je le rappelle à chaque fois que le sujet est évoqué, si M. Préau, l'ancien président de la CDC, avait mis le CEMOCTOM au tribunal à hauteur de 100 000 € à l'époque, c'était bien pour la même raison. On a perdu sur la forme, je l'ai déjà dit, et pas sur le fond. Mais voilà, donc
Le problème, c'est qu'on est des petits poussés là-dedans, et face à l'éolien et face au Cébonton, on a très peu de pouvoir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et ça n'a rien à voir avec le travail que fait Mme Bureau et ses services pour l'instant. Je voudrais juste rajouter au sujet de la rive gauche, parce que j'ai bien entendu le plaidoyer à charge de notre collègue Vera. Pour autant, sur la rive gauche, l'horizon n'est pas rose non plus, puisque concrètement, je vous demande de bien réfléchir à ça. C'est-à-dire qu'on est entre la main de sociétés privées, il y en a de moins en moins, on est sur des marchés monopolistiques où on n'a pas de pouvoir d'achat. Alors ça ne solutionne pas notre problème à date ce soir, mais je vous demande de prendre bien ça en compte dans votre réflexion, puisqu'on vous a invité à faire une réflexion sur une décision qui a déjà été prise par le Conseil communautaire, c'est un autre sujet, mais je vous demande de bien réfléchir à ça, parce qu'aujourd'hui le constat que l'on fait, que vous pouvez faire, c'est quand on fait un appel d'offres, on a une société qui répond. Et quand il n'y a plus qu'une société qui répond, ben je vous garantis qu'on ne maîtrise plus grand-chose, on n'aura qu'à dire merci et à payer. Donc on a un vrai sujet, et je peux vous garantir que l'ensemble des services, Mylène s'en occupe, mais on travaille, et ce n'est pas les seules collectivités qui travaillent sur le sujet. Le résultat, il ne sera pas en 3 mois, on mettra peut-être 6 mois, 1 an, mais on mettra les choses au clair dans le mandat. Ce n'est pas pour autant qu'on va sortir des tarifs miraculeux. Entre les deux appels d'offres, on a pris 200 000 € d'augmentation en 3 semaines. C'est pareil pour le sport. Et c'est pareil pour le sport, oui. C'est pareil pour le sport, on a un nouveau emploi et les sociétés s'entendent sur le tarif, et on a une seule réponse à chaque fois qu'on met des marchés. Oui, moi je me demandais si je voulais revenir plus sur le fonctionnement du coup fonctionnement de la CDC, pas d'un point de vue financier, mais d'un point de vue opérationnel. Les OM me semblent être un sujet important qui en plus cristallise un petit peu en ce moment des tensions. Je me demandais s'il fallait que ce problème soit uniquement traité par la commission OM. Je ne crois pas. Je crois que c'est un problème transversal. Je crois qu'on ne parvient pas en ce moment tous ensemble à traiter de plusieurs gros sujets en même temps. On a le PLU, c'est pas de souci. Je me demande si l'année 2022 ne doit pas être en grande partie consacrée aux OM. C'est pas très glamour, ça ne fait pas vibrer. Mais je me demande si l'ensemble des commissions ne pourraient pas travailler là-dessus, parce qu'on travaille beaucoup on réfléchit beaucoup à la question du traitement des déchets. Mais je me demandais si l'ensemble des commissions ne pouvaient pas également réfléchir à la question de la production des déchets. Et si on n'avait pas, au niveau du territoire, quelques leviers là-dessus avec nos entreprises. Et peut-être qu'on peut, dans la commission environnement, il y a tout un tas de commissions peut-être qui pourraient travailler et faire que cette question soit une question transversale, intercommission, et qu'on puisse vraiment coopérer. Je me dis que c'est peut-être une des premières fois où on pourrait tous ensemble coopérer et non pas juxtaposer des projets les uns à côté des autres, mais vraiment le prendre à bras-le-corps celui-là, intercommission. Voilà la proposition, parce que je trouve que c'est... Voilà, il y a la question de la production des déchets qu'on a peu abordée jusqu'à présent. Et je pense que c'est un sujet tellement important actuellement qu'on devrait tous... Oui, c'est tout à fait intéressant, et je dirais que même ça va même au-delà de l'interco, puisque c'est un problème d'ensemble qui est propre et qui est commun à l'ensemble des intercos. Parce que voilà, oui, mais enfin, y compris nous, si on ne se met pas en phase également avec nos collègues d'à côté, ça sera pareil. Hein. Bon, voilà, parce que il faut vous imaginer que face à des grosses sociétés hégémoniques comme Veolia, il faut pouvoir œuvrer. Mais il va falloir que les gens apprennent, et là on va s'y employer, apprennent à mieux traiter, à mieux trier, et ça sera très probablement en partie la résolution du problème. Sur la question de la production, il y a notamment un supermarché alors qui n'est pas sur notre territoire, en tout cas je ne crois pas que ça soit sur notre territoire, mais qui propose tout un tas de services en libre service sur des produits d'entretien, par exemple, on ne l'a pas sur notre territoire. Est-ce que nous, on n'a pas la main pour accompagner nos entreprises là-dessus, par exemple? Oui, oui.
Et mon collègue me précisait que, notamment sur le tri, on a passé convention avec plusieurs organismes, effectivement, pour, par rapport à ce problème du tri, mais il faut savoir aussi que les gens... L'autre jour, on a eu, pour une commission qui ne fonctionne pas, on a eu une réunion tout à fait intéressante à Mont-Tremblant, justement, et je crois qu'il y a une nouvelle gouvernance au niveau du CEMOCTOM, et j'ai trouvé des gens sérieux, pragmatiques, et qui sont prêts à travailler avec nous, y compris puisqu'on est sur des projets de levée, ce qui n'existait pas actuellement, voilà, et dans la perspective effectivement voilà, de l'incitation. Voilà, donc on y travaille. Alors dire qu'on ne fait rien, c'est un peu fort de cap. Voilà. Bon, est-ce que sur d'autres... c'est bon? Vincent, vas-y. Très rapidement, de la même veine, mais peut-être pour aussi remettre un peu des choses à leur place. Combien de délibérations avons-nous prises depuis 2020 sur la rive gauche? Énormément. Je me défie quiconque dans la salle de connaître exactement, précisément, tous les enjeux et la technicité des dossiers que Mylène a traités. Je vais faire un tableau. Et donc, quand on me dit que tout va bien, qu'on laisse entendre que sur la rive gauche ça se passe mal, sur la rive droite que ça se passe mal, effectivement il y a des marges de progression, notamment sur cette fameuse, la fameuse question des dates de début de la comptabilité, enfin, des exercices. Je vous rappelle encore une fois que les syndicats sont constitués uniquement d'élus les mêmes que nous sommes. Et par principe, j'ai confiance en mon collègue élu. Donc s'il y a des doutes et des suspicions, et ça c'est commun dans notre société aujourd'hui, qu'en remettant que l'on ait une suspicion à l'égard de nos collègues, je me propose de faire un retour au président du CEMOCTOM pour l'inviter à éventuellement faire des propositions aux personnes qui ont des doutes pour venir comprendre le modèle économique du CEMOCTOM. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu une réunion à l'UQTOM hier. L'UQTOM, c'est pas la rive droite, c'est la rive gauche. Combien d'élus de la rive gauche sur Convergence? 4. On ne peut pas y aller comme ça, hein. Il y a des postes. Hein. Il y a des délégués, effectivement. Voilà, 4. Et donc, voilà. Donc, je pense qu'il faut arrêter la division. On a travaillé ensemble, chacun a des contraintes en rive droite et en rive gauche. Travaillons ensemble. Merci, M. Joanneau. Oui. Justement, alors moi je ne mets personne en cause. Simplement, je vous propose de réfléchir. L'an dernier, les professionnels ont eu 500% d'augmentation. Aujourd'hui, cette année, les particuliers ont fait 2%, de l'autre côté. Je ne sais pas si on peut parler de bonne gestion, notamment au niveau du CEMOCTOM. Moi, j'ai remis en cause ce fonctionnement depuis très longtemps. Je pense que nous y sommes représentés par nos élus. Alors effectivement, les élus de la communauté de communes au CEMOCTOM n'ont peut-être pas le droit au chapitre, n'ont peut-être pas assez d'influence. Il n'empêche qu'on peut essayer de provoquer des choses quand même, et c'est complètement anormal d'arriver à des augmentations comme ça qui ne sont que la preuve d'une mauvaise gestion, parce qu'effectivement, pour ce qui est des professionnels, je l'ai vécu chez nous, en tant que professionnels, on mettait nos poubelles comme les particuliers, il n'y avait pas de différenciation, et tout d'un coup, ils se sont aperçus, quelques années après, que les professionnels ne payaient pas suffisamment. Mais je pense que si la gestion avait été correcte, ça s'est aperçu avant, et on aurait fait des augmentations progressives, et on n'arrive pas à des situations comme celles que nous vivons. C'est complètement anormal, et c'est effectivement, si ce n'est de l'incapacité, des manquements qui me semble que l'on doit toucher du doigt. Merci. Bon, et s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup et on se retrouvera donc la prochaine fois.